Et j'ai régulièrement des dirigeants, des managers fatigués, épuisés. Ils sont débordés, ils ont des journées qui n'en finissent pas. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que tous, ils ont des collaborateurs. Quand je leur dis, pourquoi tu t'appuies pas plus sur tes collaborateurs, ils disent, oui, mais je peux pas déléguer comme je voudrais. Si vous êtes dans cette situation, alors cette vidéo, elle est pour vous. On va voir pourquoi et surtout comment éviter cet écueil. Vous aurez au moins un déclic, une clé pour changer concrètement votre management. Parce que, je vais le dire tout de suite, cette situation, c'est de votre faute. Alors, le prenez pas mal, partez pas tout de suite, vous vexez pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour moi, vous êtes comme tous les gens que je rencontre au quotidien et dans mes formations. Vous êtes pleinement responsable de ce qui vous arrive. Pourquoi je dis ça et pourquoi je dis que c'est une bonne chose? Si je pars du principe que vous ne pouvez rien faire, que ce n'est pas de votre faute si les résultats sont mauvais, que ce n'est pas de votre faute si vos collaborateurs sont pas engagés, que c'est pas de votre faute s'ils ne sont pas motivés ou pas compétents. De fait, si c'est pas de votre faute, c'est pas non plus de votre faute si vous avez de bons résultats, si vous avez des collaborateurs qui sont engagés, des collaborateurs qui sont motivés. Comme c'est pas le cas, comme vous avez des gens avec des hauts, des bas, avec qui vous interagissez, avec qui vous essayez de trouver des options, des solutions, c'est que justement vous pouvez agir dessus. Si vous pouvez agir dessus, vous êtes pleinement responsable de ce qui se passe. De fait, encore une fois, si vous n'arrivez pas à déléguer, c'est probablement que vous n'avez pas encore réalisé, mis en place les changements qui sont nécessaires pour pouvoir déléguer régulièrement à votre besoin. Donc maintenant que je dis ça, comment on agit? Quand un manager n'arrive pas à déléguer, les excuses sont souvent les mêmes. Mon équipe est pas assez compétente, souvent. Mes collaborateurs sont pas motivés. Quand je leur demande de rester plus tard ou autre, je suis seul à savoir faire correctement. Et puis quand je le fais, ça va beaucoup plus vite et puis on n'en parle plus. Soyons clairs, le problème est très très simple. Vous avez soit mal recruté, soit vous avez mal formé. C'est tout. Alors, on va commencer par le recrutement. Vous recrutez un commercial, vous vous rendez compte après 3-4 mois qu'il signe pas assez de contrats, vous vous dites, c'est un mauvais élément. Ouais, mais c'est un mauvais élément, mais est-ce que vous êtes posé les bonnes questions pendant l'entretien et avant l'entretien? Est-ce que souvent, le recrutement sert à résoudre un problème immédiat, un problème urgent dont on veut se débarrasser le plus vite possible? Donc, on va rencontrer quelqu'un et avec une espérance et qu'il soit rapidement opérationnel, qu'il puisse rapidement me débarrasser de mon problème. Et si je détecte qu'a priori, il va pouvoir le faire, je saute sur l'occasion. Ouais, ok. Mais est-ce que vous avez clairement défini les attentes du poste lors du recrutement? Est-ce que vous avez pris le temps de vérifier les compétences en situation réelle? J'insiste. Est-ce que vous avez recruté avec des critères objectifs? Est-ce que vous avez fait un test? Ou alors, est-ce que vous avez eu un bon feeling avec un gars vachement sympa, une dame qui présente très bien, qui a été très agréable, et puis vous avez fait un entretien de 30 minutes, vous avez lu le CV ensemble, et puis ça vous semble bien et rassurant? C'est pas du tout la même chose. J'insiste bien, c'est pas du tout la même chose. Si votre recrutement, quand je dis recrutement, ça veut dire définition du poste, diffusion d'une bonne annonce, process de sélection est bâclé, alors vous courez à l'échec. Vous vous rendez vite compte que votre nouveau collaborateur, il n'est pas aussi brillant que vous le pensiez lors de l'entretien. La formation pourrait changer ça. Petit rappel d'abord, on embauche pour 2 raisons, et uniquement 2 raisons. On embauche parce qu'on a un problème de temps, ou on embauche parce qu'on a un problème de compétences. Si c'est pour un problème de temps, vous allez pouvoir former la personne parce que vous savez faire et vous n'avez plus le temps de faire. Mais c'est vous qui avez probablement jusqu'à aujourd'hui fait le nécessaire. Donc vous allez pouvoir former la personne à quelque chose que vous savez faire et que vous maîtrisez. Si c'est un problème de compétences, c'est plus compliqué. Vous avez embauché quelqu'un, il n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez. Vous n'allez pas pouvoir le former sur la compétence que vous n'avez pas. C'est mort. Donc, ne perdez pas de temps. Si le collaborateur que vous avez embauché pour une compétence que vous n'avez pas n'est pas à la hauteur de vos attentes, séparez-vous le plus vite possible. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être fait 2, 3, 4 entretiens. Et celui que vous avez recruté, c'est celui qui était au-dessus du lot, celui que vous avez choisi en premier. Et peut-être que le deuxième est encore disponible. Et s'il était juste le deuxième, peut-être qu'il manquait pas grand-chose. Par contre, si vous attendez trop longtemps pour vous séparer de ce numéro 1 incompétent, en tout cas pas à la hauteur de vos attentes, il y a des chances que le deuxième ne soit plus disponible au moment où vous allez vous tourner vers lui. Inutile d'attendre, il va pas se passer de miracle, vous ne pouvez pas le faire grandir et vous allez perdre le backup pour prendre que le troisième ou le quatrième. Et si le troisième ou le quatrième est toujours disponible après 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est peut-être pas par hasard non plus. Donc je résume, vous avez recruté un collaborateur qui est compétent, mais après quelques semaines, il fait toujours des erreurs, vous commencez à avoir de sérieux doutes. Qu'est-ce que j'entends dans ces cas-là souvent? On va lui donner plus de temps, soyons pas trop durs, il vient d'arriver, peut-être que ça va changer, sérieusement. Si ça fait 2, 3, voire 4 semaines et qu'il a toujours pas compris vos attentes, par quel miracle ça changerait comme ça d'un coup? Ce que je veux dire, c'est que là, vous allez devoir avoir une discussion, et c'est souvent une discussion qu'on repousse. On la repousse, et de fait, on la repousse tellement longtemps qu'à un moment, ça devient la discussion qu'on ne veut pas avoir pour lui dire, faut qu'on parle, faut qu'on s'arrête. Alors que si je la fais le plus tôt possible, ça va être l'occasion de dire, je suis désolé, j'ai pas été clair. Il va falloir lui expliquer le plus vite possible l'écart entre ce qu'il fait et ce que vous attendez de lui. Ce qu'il fait et ce que vous attendez de lui. Sans ça, il pourra pas le corriger. Si vous le faites vite, la correction, elle est encore rattrapable. Plus vous attendez, plus l'écart entre ce qu'il fait et ce que vous espérez de lui va être irrattrapable. Et par pitié, s'il vous plaît, bannissez-le, fais un effort, je compte sur toi, sur une présentation un peu rapide. Pourquoi? Parce que si lui, il fait de son mieux, ce qui est probablement le cas, et que vous lui dites,
fais un effort, je compte sur toi. Vous lui mettez une pression sans lui expliquer comment faire. Est-ce que vous pensez que vraiment, depuis le début, depuis 2, 3, 4 semaines, ce nouveau collaborateur qui vient de signer chez vous, ce qu'il a en tête, c'est de pas vous faire plaisir? Il ne veut qu'une chose, c'est avoir votre reconnaissance, avoir votre satisfaction et avoir probablement son CDI. Donc, s'il ne fait pas ce que vous attendez, c'est pas qu'il ne veut pas le faire, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Quand vous allez le voir et dites, eh, fais un effort, je compte sur toi, vous ne faites que lui mettre de la pression et ça va pas l'aider à grandir. Donc, on reprend depuis le début. Est-ce que vous avez structuré un vrai parcours de formation? Est-ce que vous avez pris le temps de lui expliquer vos attentes clairement? Est-ce que vous avez vérifié si ce qu'il a appris, il l'a vraiment assimilé? Est-ce qu'il sait l'appliquer? Ou est-ce que vous avez supposé qu'il comprenait ce que vous attendiez de lui? Une erreur classique, c'est justement de penser qu'on va apprendre sur le tas et qu'apprendre sur le tas, dans l'action, avec les collègues, sur le chantier, c'est efficace. Si c'était efficace, ça veut dire que pour apprendre à nager, le meilleur moyen, c'est de vous prendre et de vous jeter dans le grand bain. J'ai bien dit pour apprendre à nager, c'est de vous jeter dans le grand bain. Est-ce que vous pensez que ça va vous aider à apprendre plus vite ou est-ce que ça va vous traumatiser et vous faire fuir toutes les piscines et tous les coins d'eau jusqu'à la fin de vos jours? Le cerveau humain n'aime pas les surprises. Ça a été vérifié scientifiquement par des scans, par des analyses. Quand les gens vous disent j'aime bien les surprises, on aime les bonnes surprises. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne surprise. Quand on aime une bonne surprise, c'est qu'on aime que ça se déroule comme c'était prévu. C'est la seule chose que le cerveau humain aime. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise surprise. Il aime que ça se passe comme c'était prévu. Annoncez-moi ce qui m'attend les premiers jours, les premières semaines, voire les premiers mois en fonction de la complexité du travail. Je ne vais pas pouvoir tout apprendre de toute façon le premier jour. Donc, selon vous, avec votre expérience, votre expertise, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne le premier jour? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne le deuxième jour? Qu'est-ce que je dois ensuite apprendre qui est nécessaire pour faire mon travail? Et puis, peut-être qu'il faut une période pour que j'assimile, une période où je vais mettre en pratique. Parce qu'apprendre, c'est bien, mais je suis quand même là pour produire. Donc, il faut aussi qu'à un moment, je puisse travailler. Et puis, après cette période d'apprentissage, de mise en pratique, peut-être que je suis prêt avec ce que j'ai acquis à passer à l'autre étape et apprendre d'autres choses. Vous voyez, comme ça, tout simplement, rien qu'en se posant des questions à l'avance, en amont, comment on va commencer à envisager un parcours de formation pour accueillir et faire grandir le collaborateur. Pourquoi c'est important aussi d'avoir cette progression? C'est qu'en ayant ce planning, je vais pouvoir vérifier régulièrement si les acquis sont réellement acquis avant que ce soit les conséquences qui me montrent que ce n'est pas le cas. Je vais voir un collaborateur, je lui ai fait préparer une tâche, je lui ai fait travailler sur une tâche, je lui ai fait réaliser un exercice et je vais le voir et je me rends compte que cet exercice, il est bien fait. Vous allez me dire, bah oui, bah voilà, bien sûr, je l'ai payé pour ça, c'est normal qu'il sache le faire. Oui, mais le fait de le constater et de lui dire que vous l'avez constaté et de lui dire que ça vous rassure, c'est très valorisant pour lui. À l'inverse, vous ne contrôlez pas. C'est seulement quand vous aurez l'odeur du brûlé qui viendra jusqu'à vos narines que vous saurez que le travail a été mal fait et qu'il y a un problème, qu'il y a un incendie qui est en train de se déclencher. Et quand vous allez voir le collaborateur parce qu'il a déclenché un incendie, je suis pas sûr que vous ayez la bonne attitude. Et vous voyez, tout de suite, vous allez abîmer la relation. Et j'insiste, vous allez abîmer la relation non pas parce qu'il a déclenché un incendie, vous allez abîmer la relation parce que vous l'avez laissé déclencher un incendie au lieu de vérifier qu'il n'était pas en train de partir dans la mauvaise direction. Vous êtes pleinement responsable. Prenez le temps, une fois par semaine, concrètement, c'est-à-dire sous forme de quiz, de test, de mise en situation, de vérifier que ce que la personne doit apprendre, elle l'a apprise. Et si elle l'a appris, eh ben on le félicite, on le valorise, on reconnaît et on apprécie. Lui dire qu'on apprécie son attitude, son implication, les efforts qu'il fait, la capacité d'apprendre, tout ce que vous allez féliciter, c'est ce qu'il va avoir envie de reproduire pour vous faire plaisir tout simplement. À l'inverse, si j'attends, comme malheureusement souvent, qu'il y a un problème pour m'intéresser à la personne, j'ai plein de gens qui sont très gentils. Et donc, ils me disent, oui, alors, oui, il a raté, mais on le savait, c'est quelque chose qu'on rate souvent. C'est rare qu'on le réussisse du premier coup, on va pas lui en vouloir, on va pas lui en tenir rigueur. Qu'est-ce que je viens de dire? Je sais que c'est quelque chose de compliqué, je sais que c'est quelque chose de difficile, je sais que souvent les gens se plantent et je l'ai laissé se planter. Si vous allez voir la personne et vous lui expliquez ça, il y a des chances qu'ils disent mais pourquoi vous m'avez laissé me planter? Pourquoi vous m'avez pas expliqué comment faire pour ne pas me planter? Comment vous avez fait pourquoi vous avez attendu que je me prenne les pieds dans le tapis pour avoir l'occasion de me faire une remontrance, une critique, plutôt que de créer une situation de réussite? C'est souvent parce qu'on a vécu ça et qu'on pense que les difficultés qu'on a rencontrées nous ont rendu ce qu'on est nous. C'est grâce à toutes les difficultés, c'est grâce à tous les obstacles, c'est grâce à tous les échecs que je suis qui je suis aujourd'hui. Donc c'est très bien que l'autre traverse les mêmes difficultés, les mêmes obstacles. Sauf que ces obstacles, ces difficultés vous ont ralenti certainement. Pourquoi ne pas accélérer ça, permettre à l'autre de grandir sur la base de votre propre expérience pour lui permettre d'aller plus vite, plus loin? Plus vous avez un collaborateur qui va être grand et compétent, efficient, efficace, confiant, plus vous pourrez vous appuyer sur lui. Voyez un petit peu le début de pourquoi vous avez peut-être des collaborateurs qui ne sont pas à la hauteur de la délégation que vous souhaitez. Peut-être parce que justement, vous les avez pas assez mis en confiance, en les poussant, en les accompagnant, en leur faisant gagner du temps par rapport à votre propre expérience. Gardez en tête que délégation rime avec formation. Délégation rime avec formation. Si vous ne faites pas de la formation au moment de déléguer une tâche, c'est pas de la délégation. Vous avez un collaborateur qui, quand vous avez besoin d'une tâche, dit « moi je m'en occupe, prends la tâche, règle la tâche », c'est de la co-responsabilité. C'est
de la prise d'initiative. Mais si vous n'avez pas besoin de lui expliquer les choses, très probablement que vous lui avez expliqué avant. Délégation rime avec formation. Donc, il faut que vous ayez du temps, que vous choisissiez un moment où vous avez du temps pour déléguer à un collaborateur. Pas simplement lui filer un problème et attendre qu'il y ait une solution ou un plus gros problème pour vous intéresser à lui. C'est malheureusement, encore une fois, ce que je vois souvent. Retenez qu'un bon manager ne se contente pas de donner des tâches, il forme et accompagne son équipe. Il forme et accompagne son équipe. Un manager ne se préoccupe pas principalement des résultats. Il se préoccupe de la compétence des collaborateurs et du bien-être des collaborateurs. C'est un collaborateur compétent et bien dans ses baskets, il vous fera des résultats. Alors à ce stade, vous vous dites peut-être, ouais, ok, j'entends bien tout ça, mais la plupart du temps, ça se passe bien avec mes collaborateurs. En fait, je ne vais pas faire ça avec tout le monde. La plupart, ça roule, puis il y en a un ou deux. Oui, c'est un peu compliqué avec eux. C'est peut-être le moment où je parle de la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est ce qu'on appelle la loi des 20-80. Je vais à l'essentiel. 80% de votre charge mentale, 80% de vos préoccupations, c'est 20% de votre effectif. Vous l'avez certainement senti. Un ou deux collaborateurs, collaboratrices vous prennent la tête et un ou deux collaborateurs sur les 10 que vous avez sont ceux qui vous prennent le plus de temps, le plus d'énergie. Vous savez, ces deux collaborateurs avec qui tout est laborieux, tout est sensible, il faut tout négocier, il faut faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit, comment on l'amène. C'est fatigant, c'est épuisant. De fait, pour gagner du temps, c'est avec eux qu'on a le plus de souplesse, qu'on laisse passer le plus de choses, voire qu'on prend le plus de choses, parce que lui demander de faire quelque chose, ça va me prendre 20, 30, 40 minutes. Le faire moi-même, ça m'en prend 15. Allez. Et puis je m'énerverai pas par rapport à ça. Ok? Ça vous parle? Le problème, soyons très clairs, c'est que ces collaborateurs, 1, vous font perdre du temps. 2, ils vous empêchent de faire votre travail. Quand vous faites leur travail, vous n'êtes pas en train de faire le vôtre. De fait, quand vous ne faites pas votre travail et que les autres attendent sur votre travail, ils sont ralentis, eux aussi. Vous allez générer du stress, chez vous en premier la plupart du temps, mais chez les collaborateurs, les autres collaborateurs aussi. Vous donnez un mauvais exemple aux autres, parce que vous tolérez des choses qui ne sont pas tolérables, vous faites un travail qui n'est pas le vôtre. Au bout de tout ça, de toute façon, vous allez démotiver vos meilleurs collaborateurs. Vos meilleurs collaborateurs ne peuvent pas et ne doivent pas comprendre pourquoi vous allez aider quelqu'un qui n'avance pas, qui ne fait pas son travail, alors que eux font le nécessaire, font leur boulot, sont présents, respectent les consignes, respectent les ordres, et que justement, vous n'êtes pas autant avec eux. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous focaliser sur les 20% qui posent problème, mais concentrez votre temps, votre énergie sur les 80% qui performent, qui vous apportent des résultats et qui vous font plaisir. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous énerver avec les 20%, prenez du plaisir en donnant de l'énergie et du temps à ceux qui font des résultats et ceux qui méritent votre attention. Ok, maintenant que vous êtes conscient de tout ça et que tout ça c'est de votre fait, que vous êtes surtout conscient que vous pouvez agir sur tout ça, voilà ce qu'on peut faire. Évidemment, première étape, il va falloir mieux recruter. C'est le meilleur moyen de limiter tous les problèmes que vous aurez à l'avenir, c'est de l'anticipation, c'est la base. Donc pour ça, prenez le temps en amont de bien définir le poste. Prenez la fiche de poste, prenez vos attentes, soyez clair dans vos attentes, définissez les compétences qui sont nécessaires, mais demandez-vous aussi, s'il vous plaît, quel état d'esprit vous attendez de vos collaborateurs. Dans vos entretiens, réalisez au moins un test pratique, une dictée, une saisie de données, un cas pratique, une démonstration, mais ne vous contentez pas de ce qu'on vous dit, vérifiez-le. J'ai toujours 2 exemples qui me font sourire. Dans les entretiens, c'est quand on demande à quelqu'un s'il parle anglais. Oui, vous voulez que je parle anglais? Ah non, moi je parle pas anglais, mais si vous me le dites, c'est bon. J'ai rien vérifié. Et j'ai eu plusieurs fois le cas. Mais je crois que c'est encore pire avec le management, justement. Dans le management, vous avez été manager? Oui. Vous avez managé une équipe de combien? Ah j'avais 6 personnes pendant 2 ans. Ah super, on coche. Ça s'est passé comment? C'est quoi l'ambiance qu'il y avait dans le groupe? C'est quoi le turnover du groupe? Est-ce que on pourrait pas contacter l'une ou l'autre de ces personnes, qu'elles vous disent comment ça s'est passé avec ce manager? On vérifie rien du tout. Donc, vérifiez ce qu'on vous dit, vérifiez-le par des tests, par des mises en situation, anticipez un tout petit peu avec un cas pratique. Ça prend pas beaucoup de temps et ça vous évitera bien des surprises. J'insiste encore, vérifiez bien l'alignement entre votre culture d'entreprise et la personne. On mesure mal, pour pas dire pas, la motivation, l'envie, l'attitude, le savoir-être, alors que les autres compétences, c'est beaucoup plus facile à mesurer. Donc c'est vrai que c'est rassurant de mesurer les autres compétences et de se baser là-dessus. Mais c'est le savoir-être, le relationnel qui va faire le ciment de votre équipe, pas simplement la compétence. Bien sûr que les compétences sont essentielles, ça je dis pas le contraire. Mais vous allez embaucher quelqu'un avec qui vous allez passer probablement plus de temps qu'avec votre famille et en tout cas, c'est certain, plus de temps qu'avec vos amis. Donc pensez-y, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez envie de voir tous les jours? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de sourire le lundi matin en racontant ce qui s'est passé exceptionnellement dans son week-end ou dans le vôtre? Vous allez passer du temps avec ces gens. Ne vous contentez pas de la compétence en disant ça passera toujours, mais vérifiez aussi l'attitude, l'alignement par rapport à qui vous êtes, vos valeurs, le feeling que vous pouvez avoir. Et si tout ça reste un peu obscur,
que recruter est quelque chose de difficile pour vous et que vous voyez pas comment ça peut être une solution à tout ce qu'on raconte là. Alors j'ai une formation pour vous. On va mettre le lien en dessous de la vidéo. Il suffira de cliquer dessus. C'est une petite formation, ça fait 2 heures et j'espère que ça vous donnera plein de déclics, plein d'idées pour mieux faire vos recrutements à l'avenir. Deuxième levier, après le recrutement, c'est la formation. Puisque vos attentes sont claires, que la fiche de poste est bien définie, prenez le temps de la regarder dans le détail, de parler de vos attentes, d'aligner vos points de vue. Soyez clair sur les objectifs, les résultats que vous attendez, ainsi que sur la manière de les atteindre. Adaptez votre management en fonction du niveau de progression du collaborateur. Ça, c'est aussi un point important, parce que dans un premier temps, vous devez être directif, quelle que soit la situation. Que vous ayez quelqu'un qui est là, que vous avez embauché parce que vous manquez de temps, ou parce que vous manquez de compétences, c'est la même chose. Quelqu'un qui va être embauché parce qu'il n'a pas de compétences et que vous allez lui transmettre vos compétences pour qu'il vous délègue des tâches, une partie des tâches que vous avez qui vous prend du temps. Vous allez le former. Donc, vous allez lui dire quoi faire et comment faire pour qu'il fasse comme vous faisiez à sa place. Quelqu'un qui a de très bonnes compétences, c'est important aussi de passer du temps avec lui pour lui dire qu'est-ce que vous attendez de lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse et peut-être même comment il le fait sur certaines parties. Et échanger avec lui, vérifier sa compétence, son envie et qu'il parte dans la bonne direction, s'il vous plaît. Une fois que vous avez bien dirigé les choses, bien mis les gens sur des rails, bien mis les gens dans les meilleures conditions pour réussir, à ce moment-là, vous allez pouvoir lever votre contrôle, votre pilotage, faire évoluer votre accompagnement vers plus d'autonomie au fur et à mesure que sa maîtrise, sa connaissance progresse et que les résultats sont bons. Dans tous les cas, du début à la fin, tout le temps, s'il vous plaît, contrôlez. Alors contrôler, je sais que ça peut être pris comme un gros mot par beaucoup de gens, mais je ne vous demande pas de contrôler pour sanctionner, je vous demande de contrôler pour vérifier que tout est OK, que tout est clair et que tout se passe bien. Si c'est le cas, vous allez pouvoir encourager le nouveau collaborateur en relevant ses succès, ses progrès, ses réussites et créer une relation de confiance. Je ne te contrôle pas pour te sanctionner, je te contrôle pour vérifier que tout est bien et que ma confiance, elle est justifiée et que j'ai bien fait de t'embaucher. Arrêtons d'attendre que ça se passe mal pour enfin s'intéresser à l'autre et à ses problèmes. Surtout si les problèmes sont connus. Si on avait pu les éviter, alors pourquoi attendre que le collaborateur trébuche, perde du temps par rapport à ça. Donc je répète, soyez clair dans la mission que vous donnez. L'objectif doit être clair, les contraintes doivent être précises. Très souvent, on donne l'objectif et on ne précise pas assez les contraintes, ce qui fait que le collaborateur vient avec une solution, une idée, et elle dit « Ah bah non, c'est pas possible » parce que. Très souvent, le parce que, c'est une contrainte qui n'a pas été assez précise. Laissez une responsabilité progressive au fur et à mesure des succès. La responsabilité doit être perçue comme une marque de confiance, pas une charge stressante. Contrôlez régulièrement. J'insiste sur le régulièrement pour pas dire systématiquement, pour porter de l'attention. Régulièrement pour porter de l'attention. Très souvent, quand est-ce qu'on va contrôler? Quand on a un doute, quand on a une inquiétude, quand on vous a remonté un problème. Donc c'est pour ça que ce contrôle, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif. Je ne m'intéresse à toi que si ça va pas. Donc aujourd'hui, on a ce côté, fais-moi confiance, laisse-moi tranquille, parce que quand tu m'observes, je me sens pas soutenu, je me sens espionné et sous une pression, sous la charge. Inversez ça. Je m'intéresse à toi pour voir comment ça se passe bien. Contrôler régulièrement, de manière systématique. On a dit qu'on se voyait 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. On a dit qu'on se voyait après telle ou telle tâche. C'est systématique, point. Et ça permet de porter de l'attention, vérifier que tout va bien et féliciter les progrès et les succès. Si vous faites ça par cycle croissant, je vais donner une mission, je vais accompagner cette mission, constater qu'elle se passe bien, je vais pouvoir donner une mission plus complexe, plus difficile. Et petit à petit, très vite, votre niveau de délégation va pouvoir rapidement progresser. Pourquoi? Parce que vos collaborateurs deviennent de plus en plus autonomes et de plus en plus compétents, tout simplement. Donc rappelez-vous, la phrase la plus importante, si vous ne pouvez pas déléguer, c'est que vous avez un problème de recrutement ou un problème de formation. Vous êtes responsable et vous pouvez agir. Vous avez maintenant plusieurs clés pour résoudre ce problème. Alors, première action, faites l'audit de votre équipe. Prenez un moment, objectivement, demandez-vous sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous ne pouvez pas aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que vous avez fait une erreur de recrutement? Est-ce que vous avez fait une erreur de formation? Dans un cas comme dans l'autre, il y a des options, il y a des solutions. Appliquez ce qu'on a pu voir là pour faire grandir les uns et les autres. Si vous n'y arrivez pas, contactez-moi. Ce sera avec grand plaisir que je vous donnerai des pistes, des astuces pour pouvoir faire grandir les gens sur lesquels vous pouvez et vous devez vous appuyer dans votre quotidien. Je suis prêt à discuter chacun des points qu'on a pu voir là, limite chacun des mots si vous voulez. Si nous ne sommes pas d'accord, alors c'est encore mieux parce qu'on va pouvoir encore plus s'enrichir par rapport à nos différences. Donc la vérité se trouve certainement pas dans ce que je dis ou dans ce que vous faites, sinon vous ne seriez pas en difficulté en train de m'écouter, mais certainement entre mon point de vue et le vôtre. On va pouvoir compléter nos points de vue, surtout si on est en désaccord. Personne ne sait, personne n'a raison. Les vérités sont temporaires, et je dirais même des temporalités de plus en plus courtes aujourd'hui. Le succès est toujours dans la complémentarité des idées, des valeurs et des gens.
dans le ensemble, dans l'évolution, dans le mouvement. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce logo. Si tout ça vous parle, ou peut-être même mieux vous dérange, alors abonnez-vous à notre chaîne. J'ai encore plein d'idées sur le management, sur le leadership à partager avec vous pour changer les méthodes qui aujourd'hui mènent malheureusement souvent qu'à la frustration, avec des résultats très laborieux et puis parfois un burn-out à la fin. L'humain est la solution à tous nos problèmes. Il faut réapprendre à travailler ensemble. C'était Damien Riard pour Vitruve Concept.